Depuis 2010, Bruxelles a son mot à dire sur la question des différents salaires pratiqués dans les pays européens. Un mécanisme de surveillance a été instauré et son but, c'est d'éviter que les déséquilibres économiques qui ont conduit à la crise ne se reproduisent. Alors ces règles sont-elles efficaces? Surtout, à qui profitent-elles? Eh bien, pour en parler, j'ai invité Odile Chani, économiste au groupe Alpha. Bonjour Odile Chani. Bonjour. Alors vous avez publié récemment une note sur ce sujet, un sujet dont on entend finalement assez peu parler. Cette note, elle est disponible en téléchargement sur le site groupalpha.com. Alors, première question, en quelques mots, quelles sont ces grandes recommandations sur les salaires formulées par Bruxelles et surtout sur lesquelles les États membres se sont engagés? Ces recommandations visent principalement trois types de réformes. Le premier type, c'est la suppression des dispositifs d'indexation des salaires sur les prix, dispositifs qui visent à garantir le pouvoir d'achat et qui sont accusés par la Commission de promouvoir une spirale inflation-salaire qui serait préjudiciable à la compétitivité. Donc ça concerne par exemple la Belgique, Chypre et Malte. Le deuxième type de recommandation, c'est la refonte du salaire minimum dans les pays où son niveau est considéré comme trop élevé ou trop inflationniste. Là-dedans, on va trouver un paquet où il y aura la Grèce, le Portugal, la Slovénie, Chypre et évidemment la France. Ouais, donc la France est concernée par ce niveau trop inflationniste aux yeux de Bruxelles. Oui, et en fait, effectivement, elle est totalement concernée, notamment pour le salaire minimum, mais pas que. La Commission européenne préconisant comme troisième type de réforme une flexibilisation et une décentralisation générée des négociations collectives. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, ces réformes ont commencé à être mises en œuvre, surtout à compter de 2012, et qu'elles vont induire des bouleversements profonds dans les systèmes de négociation collective. Et là, il faut voir qu'effectivement, les effets de ces réformes ne sont pas encore sentis. Tout laisse penser que, par ailleurs, la pression sur les systèmes de négociation collective dans les pays du sud de la zone euro, et pas forcément que dans les pays du sud de la zone euro, va se maintenir au cours des prochaines années. Oui, donc ce ne sont pas les salaires qui stimuleront le pouvoir d'achat en Europe, mais alors est-ce pour cela que la BCE a baissé son taux directeur pour faciliter le crédit? La position de la BCE à cet égard est relativement ambiguë. D'un côté, elle a par exemple justifié sa dernière décision de baisser ses taux directeurs au motif d'un ralentissement plus important que prévu de l'inflation. De l'autre, il ne faut pas oublier que la BCE a systématiquement approuvé les recommandations de la Commission européenne sur la modération salariale. Et en fait, il y a certaines présentations de la BCE qui incitent même à penser qu'elle serait favorable pour certains pays à une croissance nulle des coûts salariaux unitaires, ce qui, toute chose égale par ailleurs, peut indiquer que la BCE serait tolérante pour une certaine déflation salariale, et tant que celle-ci, on peut dire, reste localisée dans certains pays. L'objectif de ces recommandations, c'est quand même restaurer la compétitivité de la zone euro, c'est l'objectif par le biais de la déflation salariale. Alors, est-ce qu'elles ont été efficaces de ce point de vue? Le principal argument invoqué par la Commission européenne en faveur de la surveillance des salaires, c'est bien que les déséquilibres des paiements courants dans les pays, entre pays, notamment les pays du Sud, provenaient d'une croissance excessive des salaires qui aurait dégradé leur compétitivité. En fait, cette thèse, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité observée parce qu'elle oublie le rôle de la demande et celui du comportement de marge des entreprises. Mais alors pourquoi? La modération salariale a été censée permettre de restaurer la compétitivité prix. En réalité, ce qu'on constate, c'est qu'elle a été consacrée en grande partie au rétablissement des marges de profit par les entreprises, notamment à l'export. Et d'ailleurs, que la Commission a reconnu elle-même que les entreprises avaient utilisé la modération salariale en vue de la restauration de leurs marges dans le dernier rapport qu'elle a publié sur la zone euro, le dernier rapport trimestriel sur la zone euro. Vous êtes donc en train de dire que les entreprises sont les grandes gagnantes de ces recommandations de Bruxelles? Il est notable de constater que la seule recommandation visant à permettre à la croissance des salaires de soutenir la demande intérieure a été adressée par la Commission européenne à l'Allemagne et préconise d'y parvenir non pas au travers de l'instauration d'un salaire minimum, dont les modalités d'ailleurs commencent à émerger avec le futur contrat de coalition, mais via une réduction des cotisations sociales, c'est-à-dire sans affecter le coût du travail pour les entreprises. Et par ailleurs, on note aussi dans les recommandations de la Commission que celles qui sont en faveur d'une réduction des charges pesant sur les salaires se sont multipliées en 2013. On a eu 10 pays concernés, ce qui, toute chose égale par ailleurs, signifie que la Commission considère que c'est au système socialo-fiscal de compléter les salaires en tant que soutien du revenu. J'en reviens à la question de la compétitivité. Ces derniers mois, on a constaté un redressement des soldes extérieurs en Europe du Sud. Le redressement est notamment assez spectaculaire en Espagne. Alors, n'y a-t-il pas eu de véritables bénéfices en termes de compétitivité, malgré ce comportement de marge qu'ont adopté les entreprises? Sur moyenne période, le lien entre l'évolution de la compétitivité prix et coût
et les performances à l'exportation des différents pays n'est pas établi au sein de la zone euro. Et ce résultat est bien admis, y compris par la Commission européenne, qui le reconnaît elle-même dans plusieurs documents. Par ailleurs, il faut quand même aussi reconnaître que depuis la crise, on observe de nouveau un lien positif entre l'évolution de la compétitivité coût et celle des performances à l'exportation, notamment pour l'Espagne. Mais en revanche, ce que suggèrent aussi ces évolutions, c'est que cette relation entre la compétitivité et les performances, en fait, elle est non linéaire. En d'autres termes, si on peut expliquer ce qu'il y a derrière ce terme non linéaire, c'est qu'il faut beaucoup de déflation salariale pour avoir un peu de gain de part de marché. Ce qui, évidemment, est lourd de danger si on privilégie cette voie-là. Et la France, dans tout cela, quels impacts les recommandations de Bruxelles ont-elles eu pour les salaires français? Jusqu'à présent, peu. C'est vrai que la France a connu depuis 2008 des évolutions assez singulières des salaires et des marges depuis le déclenchement de la crise. On constate une forte résistance des salaires et un mouvement quasi continu de dégradation des marges des entreprises qui s'est interrompu que très récemment, en lien probablement avec les premiers effets du CICE. L'accord national interprofessionnel signé en janvier 2013 est-il suffisant aux yeux de Bruxelles? Je peux vous répondre en citant la Commission européenne. Dans son bilan approfondi de la situation pour la France qui a été établi en 2013, avant l'adoption définitive de la loi sur la sécurisation de l'emploi, la Commission européenne faisait valoir qu'en dépit de l'accord national interprofessionnel, alors là je cite la Commission, un certain nombre de pays ont eux aussi pris d'importantes mesures structurelles pour améliorer leur compétitivité, ce qui, je cite toujours la Commission, entraîne des pressions supplémentaires sur la capacité de la France à récupérer des parts de marché. Autrement dit? En d'autres termes, et on l'a bien vu au cours des dernières semaines, les pressions en faveur des réformes structurelles vont rester très fortes. D'accord, donc pour conclure, on peut dire que la modération salariale en Europe n'a pas été une réponse adéquate, on va dire, pour résorber les déséquilibres de la zone euro? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la résorption récente des déséquilibres extérieurs ne suit pas vraiment les canaux conformes aux vertus supposées de la modération salariale, de sorte que légitimement, on peut s'interroger sur la pérennité des redressements qu'on observe dans certains pays. Cette politique, elle a aussi comme conséquence, comme corollaire, plutôt de rendre le processus de désendettement privé encore plus difficile, parce qu'elle pousse à la déflation salariale, et puis plus fondamentalement, elle porte les germes d'une fragilisation durable des systèmes de négociation collective dont on ne mesure absolument pas tous les effets. Voilà, et si le remède était finalement pire que le mal, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir à vous entendre, Odile Chany. Il faudra cependant attendre avant de mesurer réellement les conséquences. Merci pour cette analyse, pas forcément très optimiste, mais néanmoins détonnante. Merci Odile Chany d'être venue sur Xerfi Canal. Merci à vous.